Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Twitch. Et le sujet est extrêmement bien choisi puisque ça me permet de faire une transition et de vous indiquer qu'en description se trouve le lien de ma chaîne Twitch. Et je ne peux que vous recommander d'aller cliquer et d'aller me follow là-bas parce que très prochainement, il y aura un événement, un live dans lequel vous pourrez interagir avec moi et il y en aura même plusieurs d'affilée, donc n'hésitez pas et ne vous en faites pas, le contenu de ce live sera horrifique. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, le lien est en description, n'hésitez pas à aller me follow et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner sur la chaîne YouTube cette fois en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Instagram, bien évidemment, est aussi dans la description, donc allez-y, foncez. Et désormais que tout ceci vous a été exposé, on peut débuter pour notre récit extrêmement troublant. Et pour cette affaire, nous devons nous rendre aux États-Unis, dans l'état de Floride, non loin de la ville d'Orlando, à peu près une cinquantaine de kilomètres, puisque c'est là-bas que se trouve la petite ville de Chuluota. Une petite commune que l'on pourrait classer de rurale, très calme, où vit notamment la famille Amato. Les parents, Margaret et Chad, ont 3 fils. L'aîné, Jason, ainsi que Cody et Grant. Et notez d'entrée que ces événements se déroulent en 2019, et qu'à cette date, l'aîné, Jason, a bien grandi, et il ne vit plus dans la maison familiale à Chuluota, mais dans une commune un peu plus éloignée, mais toujours en Floride. Et de manière générale, il faut bien reconnaître que la situation de la famille Amato est plutôt aisée. Il faut dire que Margaret et Chad, les parents, ont mis du cœur à l'ouvrage afin que leurs enfants ne manquent de rien. Les 2 parents sont des cadres dans des grandes entreprises et ainsi, avec leur salaire, ils ont toujours pu couvrir les besoins de tous leurs fils. La maison familiale est d'ailleurs très confortable. Il y a 4 chambres à coucher, une grande surface et un jardin de plus d'1 hectare. Et proches de la retraite, Margaret et Chad ont commencé à établir un plan selon lequel ils allaient déménager dans le Tennessee pour justement profiter de leurs vieux jours et laisser la maison familiale à leurs fils. Et bien que la question de l'héritage, la plupart du temps donne lieu à des querelles, les parents, sur ce point, ne sont pas inquiets, puisque la famille Amato est une famille particulièrement unie et ils ne se font pas de sang d'encre à ce sujet. Les événements familiaux sont légion, et puis il y a la traditionnelle sortie en famille, les dimanches, lorsqu'il faut aller supporter l'équipe de football américain locale, avec les fils et les parents. Et comme je vous le disais auparavant, Jason, lui, a commencé à décoller de ses propres ailes. Il ne reste donc plus que Cody et Grant avec les parents dans la maison familiale. Et les 2 frères s'entendent extrêmement bien. Il y a une vraie complicité entre les deux. Ils étaient dans le même lycée, ils ont obtenu leur diplôme en même temps et ont décidé ensemble d'aller à l'école d'infirmiers. Ils avaient tous 2 pour objectif professionnel de devenir des infirmiers anesthésistes très compétents et développer leur carrière dans ce domaine. Ils aspiraient ainsi à une situation de vie très stable et récupérer par la suite la maison familiale lorsque les parents auraient décidé d'aller profiter de leur retraite dans le Tennessee. Et les événements s'enchaînent de manière favorable, puisqu'après être sortis du lycée, l'école d'infirmiers ne leur résiste pas et ils sont tous les 2 diplômés. Mais ceci n'est qu'une étape transitoire dans leur parcours, puisqu'ils souhaitent devenir infirmiers anesthésistes qui est une spécialité nécessitant une formation et un diplôme à part. Ainsi, les 2 frères s'inscrivent à ce cursus. Mais leur voie va commencer à diverger, puisque pour Cody, il n'y a aucun problème dans ce domaine, et il est diplômé et devient infirmier anesthésiste. Tandis que Grant éprouve plus de difficultés, et lui ne parvient pas à obtenir le diplôme. Rien de bien grave néanmoins, puisque Grant a son diplôme d'infirmier et peut pratiquer en tant que tel et avoir un emploi. Néanmoins, à l'été 2018, au mois de juin plus précisément, Grant va être licencié de l'hôpital dans lequel il travaille après avoir été accusé de vol. Il lui est reproché d'avoir dérobé un produit anesthésiant, le propofol, qui doit être manié avec une grande précaution. Mais cette accusation n'est pas isolée. Une seconde vient se superposer puisqu'il est là encore reproché à Grant d'avoir administré à certains patients des médicaments dont il n'avait pas la capacité pour le faire. Le jeune homme se défendra en expliquant qu'il avait administré ces produits à des patients rongés par le stress et qui n'étaient pas assez détendus. Malheureusement, cette justification ne sera pas entendue et il sera licencié. Grant va très mal vivre cette période de chômage. Il va s'isoler et va être en proie à des crises de dépression. Son rythme de vie se dégrade peu à peu, et il trouve refuge dans son ordinateur et sur internet, où il va se lancer dans une carrière de streamer sur Twitch. Grant ne vit plus le jour, durant lequel il dort, pour récupérer des heures qu'il a passées à jouer la nuit sur internet. Sa santé mentale commence à s'effriter,
mais sa santé physique se détériore également. Grant perd de plus en plus de poids et il devient, de manière inquiétante, très maigre. Et les jeux vidéo et Twitch ne sont pas les seuls divertissements du jeune homme au cours de la nuit. Il se tourne également vers les camgirls. Les camgirls, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, comme moi, eh bien ce sont des jeunes femmes qui vont se dénuder en direct devant une webcam et offrir ce spectacle contre une rémunération, une sorte de striptease virtuel. Et Sylvia, une mannequin bulgare, une camgirl aussi, va devenir une personne très importante dans la vie de Grant. Elle va même se transformer en une obsession pour lui. Et comme je vous l'ai annoncé auparavant, assister au spectacle de Sylvia, ce n'est pas gratuit. Et Grant va dépenser des sommes faramineuses pour y assister. Pour obtenir 1 minute de ce spectacle, il faut dépenser 90 jetons. Mais Grant, très régulièrement et à chaque fois qu'il se connecte, lui en achète 5000. Et 5000 jetons, cela vaut 600 $. Et cela va beaucoup plus loin puisque Grant ne se contente pas de payer pour obtenir un accès, il va aller au-delà et envoyer des cadeaux à la jeune mannequin. Ce n'est pas pour déplaire à Sylvia, qui gère une forme d'entreprise, et un généreux donateur comme Grant, cela s'entretient. Mais Grant, lui, voit leur relation différemment. Il est tellement obsédé par cette personne, par cette jeune femme, que pour lui, elle est devenue sa petite amie. Bien entendu, Sylvia ne s'inscrit pas dans une telle relation, il n'y a que Grant à l'esprit tourmenté qu'il l'aperçoit comme telle. Et passer des heures durant, au cours de la nuit, à assister au spectacle de Sylvia, cela a un coût. Je vous rappelle que Grant est au chômage, puisqu'il a été licencié. Alors comment fait-il pour financer tout ça? Eh bien, il va voler. Il va voler l'argent de son frère et de son père. Et tenez-vous bien, puisqu'en 3 mois, pour assister au spectacle de Sylvia, Grant aura dépensé pas moins de 200 000 $. Et 200 000 $, c'est une somme. Et cela se remarque même pour des parents à la situation aisée. Mais le jeune homme va justifier cette utilisation de l'argent en expliquant qu'il essaye de se créer une notoriété sur Twitch. Et bien que la justification de Grant soit irrationnelle, la famille va fermer les yeux. Et cela va leur coûter très cher. Les parents et le frère de Grant vont subir les mensonges et le vol de celui-ci pendant plusieurs mois, poussant même Chad, le père, à hypothéquer une 2e fois la maison pour couvrir les dettes que la famille a contractées. Et ces dettes sont frauduleuses, et ils le savent pertinemment, puisqu'en réalité, derrière tout ça, c'est Grant qui continue de dépenser des sommes faramineuses pour assister au spectacle de Sylvia. Mais Chad et l'ensemble de la famille ont un grand cœur et ils ne souhaitent pas que Grant ait des soucis, au point qu'ils préfèrent s'endetter et le couvrir. Et en décembre 2018, la situation de Grant semble s'améliorer, puisque les accusations pour vol sont finalement abandonnées et la justice ne court plus après lui. Cody, son frère, pense alors que c'est un bon moment pour financer un voyage au Japon avec Grant et un autre ami, rêve qu'il souhaite réaliser depuis bien longtemps. Et il pense également que cela va permettre de remettre à plat les choses et calmer Grant. Malheureusement, cette petite interlude nippone ne calmera pas Grant et cela va commencer à agacer le père, Chad. Des disputes régulières vont éclater entre le père et le fils. Et le 19 décembre 2018, Grant va claquer la porte de la maison en disant qu'il est vraiment fatigué de tout ça et qu'il allait gérer à sa manière. Et Margaret, la mère, connaissant l'état psychique fragile de son fils, et n'ayant plus de réponse de sa part depuis plusieurs heures, et au vu des phrases qu'il a prononcées, s'inquiète et décide d'aller signaler sa disparition à la police. Et en réalité, Grant n'est pas allé bien loin. Il s'est rendu chez sa tante Donna Amato qui habite à peu près à une 50aine de kilomètres de la maison familiale. La tante décrit le jeune homme à son arrivée comme semblant décharné et épuisé, et il ne change pas son mode de vie. Il continue de dormir en pleine journée et de rester éveillé la nuit. Et désormais, vous savez qu'il s'agit d'un comportement tout à fait normal pour Grant, mais Donna ne le sait pas encore. Mais elle va le constater lorsqu'elle va remarquer sur ses relevés bancaires de mystérieux prélèvements. Grant, une nouvelle fois, a volé la carte de crédit de sa tante et a dépensé des sommes astronomiques pour satisfaire ses pulsions et observer Sylvia. Et Donna ne peut pas laisser passer un tel comportement et elle va alors contacter Chad, le père, pour lui expliquer ces événements. Et la réaction du père est quelque peu surprenante. Il va supplier Donna de ne pas porter plainte et Cody, son frère, va lui promettre de rembourser l'intégralité des sommes que Grant a dilapidées. Donna est effarée d'entendre ça au téléphone. Et sa surprise n'en sera que plus grande lorsque Chad va complètement s'effondrer et pleurer en lui expliquant tout ce que Grant leur avait fait subir. Le père va même confier qu'alors qu'il était proche de la retraite à seulement quelques mois, il allait en réalité devoir travailler quelques années supplémentaires
Eh bien, pour éponger les dettes contractées par son fils. Une situation extrêmement triste où le père décide de sacrifier son repos bien mérité après une longue carrière pour sauver sa progéniture. Il souhaite coûte que coûte éviter la prison à Grant. Néanmoins, la situation est insoutenable et le 22 décembre 2018, Margaret, Chad, Cody et Jason, le troisième frère, vont décider qu'il est temps d'agir. Ainsi, ils se rendent tous ensemble au logement de Donna pour rencontrer Grant. Et il est temps pour le jeune homme de faire un choix. Il est temps d'accepter pour lui qu'il est malade et sa famille va l'orienter vers un choix très simple, la désintoxication. Parce qu'il paraît évident qu'il s'agit d'une réelle addiction que le jeune homme a développée sur les sites de Camgirl et surtout pour Sylvia. Et cela se soigne et Grant en est conscient. Il va alors accepter de se rendre 60 jours dans un programme spécifique à ce genre de choses. Et le centre où doit se rendre Grant pour être réhabilité n'est pas gratuit. Et au contraire, le coût est même onéreux, à peu près 15 000 $. Et Cody, pour son frère qu'il aime, est prêt à réaliser cet effort, et il va payer les 15 000 $. Malheureusement, le 4 janvier 2019, 2 semaines seulement après son entrée, Grant va abandonner. Cette fois-ci, c'en est trop, et Chad, le père, décide de prendre les choses en main une bonne fois pour toutes. Il va emmener Grant avec lui dans un restaurant, et va lui poser un ultimatum. Si le jeune homme souhaite continuer de bénéficier des bienfaits de la maison familiale, il va devoir respecter quelques règles. Il doit également se trouver un emploi et commencer à rembourser les dettes de sa famille. Et si l'une des nombreuses règles édictées par Chad n'était pas respectée, la sentence était la suivante: Grant serait mis à la porte. Et le père n'a pas attendu que son fils sorte de sa cure de désintoxication pour agir. Celui-ci avait déjà commencé à prendre contact avec Sylvia, lui expliquant l'ensemble de la situation, et celle-ci a promis de ne plus communiquer avec Grant. Chad a également saisi et verrouillé avec un mot de passe l'ordinateur de Grant pour que celui-ci n'y ait plus accès à son retour et n'ait plus de coups de folie comme il le faisait auparavant. Les règles du jeu étaient donc claires, et Grant avait 2 choix: accepter ou refuser. Le 25 janvier 2019, Cody, le frère de Grant, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, ce qui paraît étrange. C'est inhabituel en effet, puisqu'en réalité, Cody, lors des 5 dernières années, n'a à aucun moment raté une journée de travail. Instantanément, ses collègues se sont inquiétés. Et sans réponse de sa part, ils ont décidé d'appeler la police afin qu'un contrôle soit réalisé au domicile de la famille Amato pour vérifier que tout allait bien. À 9h17, une patrouille est donc envoyée sur les lieux pour faire un état de la situation. Et malgré les diverses tentatives des agents pour essayer de signaler leur présence, il n'y a eu aucune réponse, aucune réaction. Face à cette étrange situation, ils vont donc contacter leurs supérieurs et leur demander s'ils doivent entrer à l'intérieur du domicile. Le feu vert va leur être donné, ils vont alors forcer une porte latérale de la maison et pénétrer à l'intérieur. Ils vont alors trouver Cody Amato, allongé et défiguré par un impact de balle au niveau du visage. Le projectile est entré sous l'œil et est ressorti à l'arrière de la tête, laissant une large trace de sang autour de lui. Les agents de police dégainent alors leurs armes et continuent d'inspecter la maison pour voir s'il n'y a pas d'autres cadavres. Chad, le père, est retrouvé allongé également, avec 2 impacts de balles au niveau du visage. Les agents remarquent au moment où ils découvrent Chad qu'il a, au niveau de sa hanche, sur son pantalon, un étui pouvant contenir une arme de poing. Mais n'ayant pas fini l'inspection, ils continuent de traverser les pièces de la maison et finalement trouvent Margaret, la mère, également exécutée dans son bureau. Je dis exécutée puisque les 3 membres de la famille, je vous le rappelle, ont reçu des balles en pleine tête. En revanche, aucune trace de Grant Amato, et il est impossible de le contacter sur son téléphone portable puisque celui-ci a été éteint. Et le lendemain matin, le 26 janvier, Grant est retrouvé dans un hôtel grâce à un avis de recherche lancé sur sa voiture. Les enquêteurs sur l'affaire vont alors le contacter pour lui demander de se rendre au commissariat et subir un interrogatoire, ce qu'il va accepter. Et le comportement du jeune homme lorsqu'il arrive est très surprenant. Il est assez décontracté, et lors des premières minutes, il va parler de sa passion pour le live streaming, de Twitch, et aussi se plaindre énormément de sa famille. Il va énormément dénigrer son père, Chad, indiquant qu'il avait des comportements violents non seulement envers lui, mais aussi envers les autres membres de sa famille. Il révélera également son addiction à Silva et les énormes sommes qu'il a dépensées, mettant en difficulté sa famille. Il reconnaîtra volontiers que c'était une erreur stupide de sa part, mais il mettra également sur le dos de son père, suite à ces événements, un harcèlement parce qu'il souhaitait qu'il trouve un travail
et qu'il lui avait posé un ultimatum. Et après 3 heures d'interrogatoire, Grant n'a demandé à aucun moment pourquoi est-ce qu'il avait été convoqué, et encore moins ce qui était arrivé à sa famille. Les policiers vont alors décider d'arrêter de jouer au jeu du chat et à la souris, et ils vont augmenter la pression, expliquant à Grant ce qui est arrivé à sa famille, et détaillant aussi pourquoi il pense que c'est lui qui a fait ça. Grant va automatiquement réfuter cette accusation, malgré le passif qui le lie à sa famille. Les enquêteurs vont essayer d'user encore et encore Grant qui ne lâchera pas. Ils vont alors faire venir son frère, Jason, qui n'était pas présent à la maison. Et bien entendu, auparavant, les agents se sont assurés de l'alibi de Jason pour être sûr que ce n'était pas lui l'auteur de la tuerie de la famille. Et malgré sa présence et malgré les échanges qu'il va avoir avec son frère, Grant va continuer de nier. Grant va même détailler sa journée du 24 janvier et il va expliquer qu'il était en train de préparer un entretien d'embauche qu'il aurait le lendemain. Chad, le père, serait entré dans une colère noire à son retour du travail lorsqu'il aurait découvert que Grant continuait de parler à Sylvia sur Twitter avec le téléphone portable de la mère, Margaret. Grant aurait avoué en expliquant que c'est sa mère qui lui aurait donné la permission, mais Chad n'aurait rien voulu entendre, l'aurait saisi par le col et sorti de la maison, comme l'ultimatum l'aurait voulu. Après avoir emballé des affaires pour Grant, Chad et celui-ci auraient continué à discuter devant la maison pendant à peu près 1h30, avant que Chad donne une carte de crédit avec un montant limité pour qu'il puisse se payer une nuit d'hôtel. Au moment où Grant quitte la maison pour se rendre à l'hôtel, nous sommes le 25 janvier à minuit 30. Et celui-ci explique que c'est là le dernier moment qu'il a vu sa famille en vie avant de partir. Il se serait alors rendu dans une épicerie locale où il aurait utilisé le Wi-Fi pour trouver la localisation exacte de son entretien d'embauche, et puis il aurait passé la nuit dans sa voiture. Et à 6h45, le 25 janvier, il se serait donc rendu à son entretien d'embauche. C'est en tout cas la version des faits que Grant avance. Et bien évidemment, cette version, personne ne la croit. Et Grant est le suspect numéro 1 pour les enquêteurs. Et le 28 janvier 2019, Grant est en état d'arrestation et inculpé pour le meurtre au premier degré des membres de sa famille, et ceci est aggravé par la préméditation. Grant continue sur sa ligne et il décide de plaider non coupable, ce qui va engendrer un procès, et il va être placé en détention en attendant celui-ci avec une caution au montant de 750 000 $. Et celui-ci ne pouvant utiliser les fonds de la succession, il va rester sous les verrous jusqu'au procès. Et dans cette affaire, et sans aveu de la part de l'accusé, il va falloir être habile pour le faire condamner. Les enquêteurs vont alors dérouler tous les éléments qu'ils ont en leur possession. Et le premier est qu'il n'y a pas eu de traces d'effraction dans la maison et qu'aucun objet de valeur n'a été dérobé. D'office, le motif d'un cambriolage qui aurait mal tourné est écarté. Et une personne qui ne connaîtrait pas la famille n'aurait certainement pas commis ces meurtres. Des experts dans les objets numériques vont également être mobilisés. Et leurs conclusions vont être très précieuses. Ils vont ainsi pouvoir reconstituer la chronologie des événements avec l'ensemble des objets retrouvés. Le 24 janvier, la dernière trace de connexion de la mère, Margaret, s'arrête à 16h44. Et puisque le corps de celle-ci a été retrouvé à son bureau avec l'ordinateur en face d'elle, il considère qu'elle a été la première victime de Grant. Celle-ci a donc été abattue aux alentours de 16h45. À 17h25, l'application santé de l'iPhone du père, Chad, a enregistré 67 pas, ce qui correspond grosso modo à la distance entre le garage et la maison. Puis l'application n'a plus relevé aucun pas, ce qui signifie alors que Grant a tué son père lorsqu'il est entré dans la maison. Et il est donc la seconde victime. Et au regard de la scène de crime, il semblerait que le premier tir à la tête de Chad ne l'ait pas abattu. Et il aurait essayé de se traîner, laissant une trace de sang derrière lui, avant d'être finalement tué par Grant. La troisième et dernière victime, donc, est Cody. Et il est rentré à peu près à 21h15 du travail. Et à peine a-t-il passé le pas de la porte que celui-ci a été abattu par Grant. Et cela corrobore un témoignage d'une voisine qui aurait entendu plusieurs coups de feu entre 20h30 et 21h30. Et c'est pour cela aussi que Grant est accusé pour meurtre au premier degré avec préméditation, puisqu'il a patienté près de 4 heures à proximité des corps de son père et de sa mère pour abattre son frère Cody. À 23h32, une clé USB contenant plus de 600 fichiers de la camgirl Sylvia est connectée à l'ordinateur de Grant. Cette même clé sera retrouvée plus tard dans le jeans de Grant Amato, ce qui signifie a
priori qu'il a été présent dans la maison à cette heure-ci. Enfin, à 23h39, une tentative de déverrouillage de l'iPhone de Cody est réalisée à partir d'un ordinateur. Il y a un échec de ce déverrouillage. Il y a alors derrière une tentative pour réinitialiser entièrement le téléphone. À minuit 8, et c'est là un détail particulièrement glauque, l'application bancaire de Chad Amato le père a été déverrouillée grâce à son index. Alors même que celui-ci était décédé, quelqu'un a utilisé sa main pour accéder à cette application. Et cela corrobore avec l'état des mains du cadavre, puisque celles-ci étaient toutes ensanglantées, à l'exception de l'index qui avait été nettoyé pour accéder à cette application. Enfin, à 2h54 du matin, Grant s'est connecté au Wi-Fi de la maison et a dépensé 599 $ pour ouvrir un compte Camgirl, très certainement observer Sylvia. Et ces éléments viennent alors faire s'effondrer la version de Grant qui, souvenez-vous, avait expliqué qu'il s'était connecté au Wi-Fi depuis une épicerie locale. Les enquêteurs savent que Grant ment sur ce point et ils sont en train d'essayer de le démontrer au jury qui va devoir décider si celui-ci est coupable ou non. Et cela va plus loin puisque Grant a essayé de raconter une histoire avec la position des corps. Il a essayé d'insinuer que Cody serait entré dans la maison, aurait abattu ses parents et se serait ensuite retourné l'arme contre lui-même. Il aurait placé autour des corps des douilles correspondant au nombre de fois qu'il avait tiré. Et il aurait aussi posé l'étui sur la hanche de son père Chad pour faire croire qu'il avait une arme. La position du corps de Chad, d'ailleurs, n'est pas naturelle non plus, puisqu'il a reçu une balle à l'arrière de la tête et il aurait dû, en toute logique, tomber donc en avant face contre terre. Et celui-ci a été retrouvé sur le dos, ce qui signifie que le corps a été bougé. Les traces de sang autour du corps de Cody suggèrent que lui aussi a été déplacé, car s'il avait décidé de mettre fin à ses jours, il ne se serait pas retrouvé dans cette position et ces traces de sang ne se seraient pas retrouvées telles qu'elles l'ont été. L'arme du crime, quant à elle, n'a jamais été retrouvée, et même s'il y avait des armes présentes dans la maison, les douilles retrouvées à côté des corps ne correspondent pas à celles qui ont tué ces personnes. Elles correspondent en revanche à un pistolet dérobé chez un ami de Grant. Un ami de Grant explique que celui-ci était passé chez lui 2 semaines avant les meurtres et qu'il s'était rendu compte a posteriori que son arme avait disparu. Et cette arme correspondrait aux douilles qui ont permis de tuer les parents et le frère de Grant. Enfin, et comme s'il n'y avait déjà pas assez de contradictions, la thèse du suicide de Cody est exclue, puisque celui-ci ne s'est pas tiré dessus à bout portant, ce qui pourtant aurait dû être le cas dans un tel scénario. Et le fait que l'arme du crime soit manquante et qu'aucune trace ADN des membres de la famille ait été retrouvée sur Grant, la défense va l'utiliser justement pour essayer de l'innocenter. Et le 31 juillet 2019, la défense ne tiendra pas face aux nombreuses contradictions soulevées par l'accusation. Et Grant sera condamné. Il est donc reconnu coupable de meurtre au premier degré avec préméditation de son père Chad, de sa mère Margaret et de son frère Cody. Et c'est une sentence d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle qui sera prononcée à l'égard de Grant Amato. Un personnage particulièrement ingrat lorsqu'on sait tous les efforts que sa famille a mis en œuvre pour essayer de le sortir de sa dépression et de sa folie au niveau des dettes. Voilà une histoire bien triste d'une famille qui avait tout pour être heureuse et qui malheureusement a connu l'horreur avec Grant Amato. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre donc la chaîne Twitch, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.